La peur, elle est l'opposé de l'amour. Si on pouvait euh, illustrer deux pôles, on a l'amour d'un côté et on a le non-amour de l'autre côté, non-amour qui est aussi composé de la peur. Donc, chaque fois que la peur arrive, ça veut dire que je suis pas dans l'amour, je suis dans le non-amour. Ça veut dire quoi plus concrètement? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui appelle à être aimée. Il y a une partie de moi qui est dans l'insécurité et qui aura donc besoin de créer une action extérieure pour s'attirer de l'amour, au lieu de se brancher sur le cœur de manière intérieure et d'aller chercher directement cet amour-là. Parce que l'amour qu'on cherche, on l'a en soi. Mais le réflexe, parce qu'on a été conditionné comme ça, c'est d'aller le chercher à l'extérieur. Donc, la peur, elle vient juste me dire, oh, 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 il y a une partie de toi qui a peur de ne pas être aimé, qui a peur de ne pas réussir, qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur d'être jugé. Et donc, quand je suis dans la peur, je vais me tourner vers une action extérieure pour essayer d'aller chercher l'amour, la reconnaissance, l'acceptation que je ne m'offre pas à moi-même. Mais ce faisant, je vais être déçue. Je vais être amèrement déçue. Pourquoi? Parce que entre ce que je fais et l'énergie que je dégage, il y a un grand fossé. Et étonnamment, ce que les autres captent, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on dit, c'est ce qui émane de notre champ vibratoire. C'est un peu comme si on envoyait des gros signaux aux autres en disant « écoute pas ce que je dis ou regarde pas ce que je fais, voici la réalité du message que je t'envoie. » Et là, la personne va répondre au champ vibratoire plutôt qu'à la demande de reconnaissance. Et ça, je veux dire, une fois qu'on a compris ça, ça nous permet de mettre une pause sur les actions qu'on s'apprête à faire pour s'assurer, est-ce que je le fais par peur ou est-ce que je le fais par alignement avec moi-même? Chaque fois que je fais un geste par peur, c'est assuré, puis là, c'est pas une prédiction de médium que je vous fais, c'est juste un constat, c'est assuré que ça donnera jamais le résultat qu'on cherche. Ça va toujours donner une insatisfaction. Donc, ça donne rien de le faire au départ. Ou à tout le moins, si on décide de le faire pareil. Parce que ça peut être intéressant de le faire quand même. Intéressant pour s'observer dans la situation. C'est-à-dire que là, je ne ferai pas le geste dans l'inconscience. Je vais faire le geste dans la conscience de m'observer dans ce qui va arriver. Comment l'autre va réagir à ce que je fais et comment moi, je vais réagir à la réaction de l'autre. Qu'est-ce qui va monter à l'intérieur de moi? Là, ça va devenir un jeu d'observation de moi. Du coup, l'expérience, là, va être enrichissante. Elle ne sera pas décevante. Mais voyez-vous, je vais l'avoir fait dans un choix conscient de dire, je sais que je nourris la peur dans cette action-là, mais je vais me servir de ça comme situation pour aller m'observer, justement pour aller défaire cette peur-là, pour mieux me connaître, mieux voir quel est le mécanisme derrière cette peur-là et sortir grandi de l'expérience. Mais si je le fais sans savoir que j'ai nourri la peur, c'est certain qu'il va y avoir une insatisfaction. Et quand est-ce qu'elle intervient, alors, l'acceptation du défi, selon toi? Mais en fait, je pense que l'acceptation du défi se place tout naturellement à partir du moment où on a reconnu la peur en soi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la peur, c'est une illusion. Elle n'est pas là pour nous empêcher de faire quelque chose. Elle est là pour nous montrer ce qui nous empêche de faire quelque chose en nous. Donc, elle est simplement un miroir
d'une partie à l'intérieur de nous qu'on ne voit pas, qui est inconsciente. Et à partir du moment où je reconnais que j'ai peur, ça veut donc dire en des mots très simples que je reconnais qu'il y a une partie de moi que j'aime pas. Juste ça, je commence déjà à être dans l'acceptation. Je commence déjà à dire, ouais, ça se peut hein, qu'il y a une petite zone en moi qui ne soit pas encore aimée. Je ne l'ai pas encore identifiée, mais je commence à voir qu'il y a quelque chose que la situation extérieure m'amène à voir. Donc, en faisant ça, la situation extérieure, j'ai plus envie de la changer. J'ai envie qu'elle reste là pour m'aider à continuer d'identifier ce que je porte en moi. Donc, quand on regarde les défis sous un angle d'allié ou de tremplin, comme je le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que il n'y a rien qui existe à l'extérieur de nous pour nous enfarger ou pour nous faire tomber ou pour nous faire mal. Les situations extérieures, elles ne sont là que pour nous montrer des filtres de perception ou de compréhension de la vie qui nous font mal. Et si on enlève ces filtres-là, ben, l'événement extérieur, on va le percevoir complètement autrement. Puis ça, il ne faut pas réfléchir longtemps pour se convaincre de ça. On a juste à regarder, on va prendre quelque chose de très banal. On va aller voir un film, toi et moi, Estelle. On est complètement différentes, toi et moi, on a des bagages différents. Puis après le film, on se parle de ce que ce film-là a pu remuer en nous. Mais toi, ce que tu vas avoir perçu du film sera complètement différent de ce que moi, je vais avoir perçu du film. Et les bouts que j'ai moins aimés ne seront pas les mêmes que les tiens. Et c'est la même chose, les bouts que j'ai le plus aimés ne seront pas les mêmes que toi. Pourquoi? Mais parce que nos lunettes sont différentes. Ton bagage à toi te permet de voir certaines choses comme étant plus difficiles dans le film et comme étant plus heureuses aussi. Et c'est la même chose pour moi. Mais en même temps, quand je disais tout à l'heure qu'il faut se pratiquer à partir des moments où ça va bien, tu vois, cet exemple de film-là en est un bon pour aller s'observer, puis commencer à s'entraîner pour être prêt face à un défi. Pourquoi moi, j'aurais buté sur certains passages du film que j'aurais pas aimé? Quand on n'aime pas quelque chose, on est en train de dire qu'il y a une partie de nous qui est touchée par ce film-là, qu'il y a quelque chose qui est réveillé dans le non-amour. Je suis en train de le dire, hein? J'ai pas aimé ce film-là, ce bout de film-là. Donc, ça vient refléter quelque chose que j'aime pas en moi. Mais si je me sers du film pour essayer d'identifier c'est quoi, quelle est cette partie sombre que je vois pas, que j'aime pas? Et pour m'aider, quand je vais te raconter ce que j'aime pas du film, je vais porter attention à ce que je vais employer comme mots. Parce que les mots que je vais utiliser ne seront pas choisis hasardeusement. Les mots que je vais employer, elles vont parler de ma réalité intérieure. Je vais le dire, mais très simplement. C'est quoi la partie de moi que j'aime pas? Par les mots que je vais employer dans la description du film. Tu vois, je suis en train de parler d'un film qui, moi, ça me semble bien anodin. Je suis pas en train, j'ai l'impression que je suis pas en train de te parler de moi. Mais en réalité, si je porte attention, je suis en train de te parler de moi. Je suis en train de te parler de quelque chose que je ne vois pas de moi et qui m'a été reflété dans le film. Mais ça marche aussi pour les bons points. Hein? Ce que je vais avoir le plus apprécié du film,
ça parle aussi de quelque chose de moi, peut-être que je vois pas, qui est inconsciente, mais que je vais admirer ou que je vais trouver très beau à l'extérieur de moi. Donc, dans les deux côtés, l'exercice se fait et me permet de commencer à porter mon regard vers ma réalité intérieure. Parce que le défi, quand il arrive, il vient me parler que de ça. Qu'est-ce qui coince dans ma réalité intérieure? Qu'est-ce qui fait que c'est pas fluide? Le défi va venir me le montrer. Et si j'arrive à l'identifier, ben le défi devient un cadeau. Parce que sans ce défi-là, il y a une information importante que j'aurais pas compris, que j'aurais pas trouvée sur moi. Et cette information, elle est tellement importante qu'elle me permet là d'agir réellement sur quelque chose qui va pouvoir être transformé en moi. Parce que même si j'arrive à transformer la situation extérieure, si j'ai rien compris de ma réalité intérieure, eh bien, j'ai pas transformé ce qui a causé cette attraction-là. Parce que c'est par attraction que je vais l'attirer, le défi. C'est pas moi qui le crée, hein. Quand on dit que la pensée crée la perception de ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'extérieur est attiré à moi comme un aimant pour m'aider à voir ma réalité intérieure. Donc, il ne faut pas se culpabiliser en disant c'est moi qui ai créé cette situation-là, mon Dieu, je dois être un monstre pour créer des. Non, en fait, la réalité extérieure, elle nous appartient pas à 100%. On en est co-créateurs tous ensemble et elle me dira quelque chose à moi de façon spécifique, elle te dira à toi une autre information de manière spécifique pour toi. Alors, y a-t-il des limites à l'observation de nos résistances à travers une situation qui serait désagréable ou difficile à vivre, en tout cas qui est un défi du fait de notre résistance et pas toujours en tant que tel, hein, c'est donc par rencontre avec qui l'on est et ce qu'on porte que c'est un défi, si j'ai bien compris ce que tu nous expliques. Oui. Et cela dit, la vie nous demande tout le temps de nous positionner, de faire des choix. Est-ce que pour autant, certaines situations ne devraient pas être maintenues et peut-être être changées malgré tout? Tu vois, ça dépend dans certains cas. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quelles seraient les limites de cet exercice, en fait? En fait, je vais aller dans deux axes. Premier axe, cet exercice-là d'observation, il faut bien comprendre que le plus important quand on va le faire, c'est de le faire en étant notre meilleur ami. L'objectif de s'observer, c'est certainement pas de verser dans le non-amour. Je vous ai dit tout à l'heure que le défi vient nous montrer une part de non-amour. On n'est pas là pour en rajouter, hein? Donc, il faut voir l'exercice comme étant un jeu. Moi, je préfère y aller de cette façon-là. L'enfant qui joue, il n'a pas d'attente et il joue, puis il accueille ce qui est là. Donc, c'est la même chose avec l'observation. Lorsque ça vient à notre esprit, on peut simplement poser des questions pour dire, OK, mais est-ce que cette situation-là ne parlerait pas d'une part de moi? Une part, imaginons, je ne sais pas moi, que on a un défi qui coince. Je vais prendre un exemple que beaucoup de gens ont, et je m'y inclus, l'argent. Si ça coince au niveau de l'argent, on nous le dit depuis la nuit des temps, l'argent, ce n'est qu'un échange d'énergie. Du coup, ça veut donc dire, si ça coince dans ma vie au niveau de l'argent, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de moi, ça coince dans l'échange d'énergie. Il y a quelque chose qui est pas fluide dans ma vie. Et c'est pas nécessairement du côté matériel, hein. Ça peut être du côté émotionnel, ça peut être dans mes relations. Bref, c'est
le terrain de jeu est vaste pour observer. Mais si je vois que ça coince au niveau financier, puis que je fais simplement dire, est-ce que ça se pourrait que ça coince en moi dans l'énergie? Le simple fait de poser cette question-là, en laissant notre sagesse intérieure travailler, en lui faisant confiance et en sachant que la réponse va arriver quand ça sera le temps. Je vais pas me casser la tête pendant 8 jours à me dire, ah, il y a quelque chose qui coince. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, Sylvie? Ah oui, mais avec tout le travail que tu as fait, comment ça se fait que ça coince encore? Là, quand je fais ça, je suis en train, mais vraiment, de m'autoflageller. Je suis en train d'être dans le non-amour et à l'encontre du but premier de l'exercice. L'exercice, c'est de me ramener vers plus d'amour et pas d'en ajouter vers le moins. Donc, je peux me questionner sans attente en prenant ça comme un jeu et de me dire, eh ben, je m'ouvre à une possibilité de réponse, puis sinon, ben, je reste aussi attentive au concret, à la matière, à la vie tous les jours, sans nécessairement attendre qu'une réponse qui vienne des profondeurs de mon être. Donc, tu vois, on y va en dosant et en étant dans l'accueil de soi. Quand on est en situation de défi comme ça, le plus difficile, c'est de vraiment lâcher prise sur un résultat. Parce qu'on est habitué dans notre société à un résultat. Mais le plus important, en tout temps, défi ou pas, c'est l'état intérieur dans lequel on est. Ça, là, si on peut se le marteler dans le cerveau, et je vous invite très sincèrement, de façon concrète, faites-vous une petite phrase qui va vous servir de mantra. Le plus important, c'est l'état, pas le résultat. Moi, je me répète cette phrase-là depuis des années. Chaque fois que je suis dans une situation de mal-être, qu'il soit petit ou grand, je me dis, ce n'est pas ce que mon être cherche. Mon être veut de la paix, de l'amour et de la joie. C'est pas ce que je vis dans le moment présent. J'ai un défi qui est là à l'extérieur et même si je m'agite, ben, mon état intérieur va créer une réalité. Et là, pour l'instant, je suis en colère, je suis triste, je suis frustrée. Donc, si j'essaie d'agir parce que je m'attends à un résultat, ben, l'émotion qui m'habite dans le moment présent va garantir le résultat. Alors, la seule chose que j'ai à faire dans le moment présent, tu parlais, tu dis oui, mais à un moment donné, il faut se positionner. Par exemple, dans certaines situations, est-ce que la bonne réponse, c'est pas justement de faire face à une personne parce qu'on s'est toujours laissé piler sur les pieds dans une autre situation, ou est-ce que c'est pas dans la situation, est-ce que c'est pas de lâcher prise? Point. On ne sait pas quelle est la bonne chose à faire dans une situation où on a deux directions qui nous sont proposées. Et là, la tête, hein, on y va gaiement avec toutes les hypothèses, puis on essaie de trouver, puis les plus, puis les moins, puis les... Et plus on fait ça, plus on perd de vue l'essence qui nous est demandée. Dans cette situation-là où on est face à un carrefour, le plus important, c'est l'état. Qu'est-ce que je vis dans le moment présent? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien? Si je me sens bien, mais je garde la recette et là, la décision que je vais prendre le temps d'aller dans mon cœur. Parce que c'est mon cœur qui va me dire qu'est-ce qui est juste ou pas. Peut-être qu'effectivement, il faut que je me tienne debout devant la personne cette fois-ci. Et peut-être qu'il faut simplement que je lâche prise. Ni un ni l'autre ne sont meilleurs que l'autre. Ce qui est le plus important, c'est ce que mon cœur va me dire dans le moment présent.
Lors d'une précédente entrevue, tu avais parlé en fait d'une sensation corporelle qui s'exprimerait plutôt vers le haut du corps ou vers le bas. Si tu veux nous la rappeler rapidement, ça peut être utile dans ce Oui, cas-là. mais en fait, ce que je disais, c'est que quand on est dans le corps, dans le cœur, pardon, notre corps va nous envoyer une sensation de détente, d'expansion, pour nous confirmer que la direction qu'il souhaite qu'on prenne, c'est la bonne. Mais quand on est dans notre tête et qu'on essaie de tergiverser avec les solutions qui sont là, notre corps se contracte parce qu'il n'est pas bien devant toutes ces hypothèses-là. Alors déjà, on voit que dans le mouvement de contraction, qu'on n'est pas dans la bonne direction. Et on voit dans le mouvement d'expansion que là, on est bien aligné. Mais là, je vous dis, mouvement de contraction puis d'expansion, là, c'est pas des mouvements qui peuvent rester très longtemps. Parfois, ils vont rester là très longtemps, mais parfois, c'est une fraction de seconde. Hein? On sent le mouvement d'expansion dans le cœur, on dit, ouais, ça y est, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et là, on reprend nos activités et quand arrive le temps de faire l'action, oh, eh oui, si je me trompe ici, 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 ici. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est revenu ici, hein? On n'est plus dans le cœur. Alors, encore une fois, la seule chose qu'on a à faire, c'est de revenir dans le cœur. Puis ça, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Ça se fait en quelques respirations. Mais ces quelques respirations-là, elles vont changer votre vie. C'est pas de l'ordre de la pensée magique de vous dire ça. C'est parce que quand vous respirez, vous entrez en contact avec votre corps, donc vous vous alignez. Et ça va changer votre vie d'être aligné parce que c'est la bonne direction à prendre versus faire une action où on est désaligné. Parce que c'est juste une logique. Si je fais une action qui est désalignée, ben, je ne peux pas m'attendre à un résultat heureux de ça. Il y a quelque chose déjà dans le fil conducteur qui me dit ça ne va pas. Dans le fil d'alimentation. Voilà, voilà. Alors ça nous amène à une question de Dominique. Est-ce que vous avez une combine pour changer de point de vue quand on a tendance à voir le verre plutôt moitié vide? Elle avait également posé comme question juste avant, comment monter le son? Parce qu'elle dit, j'ai beau mettre le sonotone, je n'entends toujours pas mon âme. Mais ça, on vient d'en parler. En fait, si tu veux ajouter quelque chose à ce sujet. Oui, ce sont deux directions complètement différentes. C'est sûr que je vais commencer par la dernière, monter le son et entendre notre âme, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est de l'entraînement. J'aimerais bien avoir une baguette magique, mais ça fait des années que j'aide les gens, soit en consultation ou par les ateliers sur la communication avec l'âme. Et ça, c'est vraiment la clé. Même les grands maîtres continuent de s'entraîner. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans notre vie et plus on aura un entraînement régulier à être en contact avec soi, à prendre des pauses et à se pratiquer quand ça va bien, plus on sera capable de capter dans les moments troubles. Et il ne faut pas se donner comme objectif de capter 100% du temps parce qu'il n'y a personne, même les grands maîtres, qui arrivent à capter 100% du temps. On n'est pas infaillible, on est dans un côté, dans un corps physique, dans un corps humain, et c'est normal dans des situations émotionnelles de rater des informations. Mais l'objectif, c'est pas d'atteindre la perfection. L'objectif, c'est de se dire, est-ce que je peux arriver à les entendre de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement, de sorte qu'en période émotionnelle, j'ai mariné de moins en moins longtemps dans les émotions désagréables. Je vais pouvoir m'en ressortir plus rapidement, avec une force, avec une solidité puis une confiance. C'est ça que ça va me donner, l'entraînement. Donc ça va pour le côté monter le son. Et la première partie de la question était, oui, pour Le verre à moitié vide. le verre à moitié vide. Mais là aussi,
c'est un entraînement qui est directement relié à ce que je viens de dire. C'est pour ça que j'avais commencé par le deuxième point, parce que le verre à moitié vide, c'est la tête qui l'observe. Ce sont nos conditionnements, nos mécanismes et nos filtres qui nous font voir le verre à moitié vide. Dans le cœur, le verre, il est plein. Alors, plus je serai en contact souvent avec ma nature profonde, plus je serai capable de voir le verre plein. Et ça, moi, je peux vous en parler par expérience dans ma propre vie parce que avant de commencer à méditer, mon verre, il était toujours vide ou en tout cas, quand il n'était pas vide, il n'était pas vraiment rempli. Et il était plus vide que rempli. Et depuis que j'ai commencé à méditer, mais je vois tout le changement qui s'est opéré dans ma façon de percevoir le fameux verre et à quel point maintenant je le vois débordant mon verre. Oui, ça m'arrive encore qu'il va revenir des petites pensées de vide, de manque, mais elles durent de moins en moins longtemps et tout de suite, je me dis, ah, Sylvie, arrête, ton verre, il est plein, là. Tout de suite, je me ramène à ce qui est là. Donc ça, c'est un entraînement aussi qui est associé à la connexion. Et la sensation de voir le verre vide, moi, je le relie beaucoup à cet éloignement-là qu'on a de notre essence profonde. Plus le mental, il est fort à l'intérieur de nous, plus on voit le verre vide. Et c'est normal. Parce que le rôle du mental, c'est d'assurer notre survie. Alors lui, il veut pas qu'on s'assoie sur nos lauriers, puis il nous dit, est-ce que tu es sûr qu'il y a quelque chose dans ton verre, hein, parce que peut-être que tu vas manquer d'eau dans quelques temps. Ça, c'est le rôle du mental. Je pense que je boirais plus un verre d'eau de la même manière. Mais notre cœur, lui, nous dit, mais t'inquiète des sources, il y en a à profusion tout autour de toi. Il s'agit juste que tu reviennes t'abreuver à la source, donc de te connecter le plus régulièrement possible. Et pour les personnes qui ne sont pas fans de méditation, est-ce que l'écriture intuitive ou toutes les formes de perception par l'écriture peut être un bon moyen d'entraînement selon toi? Oui, tout à fait. Et ça, c'est un bon point que tu amènes, Estelle, parce qu'évidemment, pour moi, ça a passé par la méditation, mais je suis très, très consciente qu'il y a bien des gens qui n'y arrivent pas ou qu'il y a bien des gens que ce n'est pas le bon moyen pour commencer. Donc, on peut là interroger notre sagesse intérieure. Elle le sait. Moi, là, quand j'étais dans mon côté rationnel pur et dur, en étant très, très éloignée, je vous ai dit d'entrée de jeu que intuitivement, il y avait le mot méditation qui revenait constamment, puis que j'ai fait plusieurs essais. Donc, voyez-vous, ma sagesse intérieure, moi, m'a guidée vers ça. Mais si vous posez la question à votre sagesse intérieure, peut-être que c'est par le biais de la marche que ça va commencer. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on marche, c'est un des meilleurs moyens qu'on a à notre portée pour se centrer, pour revenir à soi. Même si on est perdu dans nos pensées, il y a une forme de reliance qui s'impose dans la marche. Évidemment, je parle de la marche où on est seul. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, là, ça ne s'applique pas. Mais aller marcher, c'est excellent. La respiration, on a tout plein de petits outils, même maintenant avec nos téléphones intelligents, où on peut suivre des mouvements respiratoires à l'écran qui nous amènent vers une reconnexion à soi. Donc, voyez-vous, c'est simple. Se reconnecter à soi, ça passe pas nécessairement par la méditation, mais c'est simple. La marche, l'écriture peut en être un moyen, le piano, la danse, la peinture. Bref, moi, j'ai envie de vous dire, cherchez vers ce qui vous fait du bien, ce qui est facile, ce qui est spontané pour vous. Allez pas dans la méthode qui vous demande un effort. Ça, vous partez avec une prise en moins. Allez vers ce qui est facile. Je te propose, vu qu'on a bientôt terminé notre conférence, de clôturer avec la question de Jackie, qui est un petit peu différente de ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant, mais à laquelle tu as sûrement une réponse très intéressante à apporter. Jackie nous demande, est-ce qu'il est possible qu'on soit sur Terre uniquement dans le but d'aider d'autres personnes ou certaines personnes C'est au niveau de l'incarnation? Ouais.
C'est une excellente question. Évidemment, tout est possible, hein. Il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Je dirais généralement, euh, la première âme qu'on a à sauver quand on vient sur la Terre, c'est la nôtre. Donc, je ne pourrais pas aider quelqu'un si moi, je suis pas alignée. Donc, est-ce que c'est possible que je vienne sur la Terre pour aider uniquement d'autres? Oui, dans la mesure où moi, je suis alignée. Dans la mesure où cet alignement-là, il est déjà inné chez moi, puis que je vais pouvoir le transmettre à d'autres. Mais généralement, c'est un processus qui va se faire en échange, c'est-à-dire que moi, je vais devoir me relier un petit peu à moi et là, je vais pouvoir transmettre. Et cette transmission-là va m'amener encore plus loin vers moi et je vais pouvoir encore transmettre à d'autres. Donc, je vois l'incarnation pour l'ensemble des gens sur la planète comme étant des échanges et non pas comme étant uniquement un mouvement de dons extérieurs en espérant que cela puisse répondre à la question de Jackie. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toi, Sylvie, pour ta nouvelle contribution. Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube Soneva Organisation les autres entrevues qu'on a réalisées avec Sylvie. Donc, Le Grand Voyage de l'âme et Bienvenue sur Terre, qui était le titre d'un de tes livres. Ça parle de l'incarnation de l'âme et les différentes étapes. Voilà, j'avais beaucoup apprécié cet échange avec toi. Alors, on te retrouve à Montréal ces prochains jours, le 13, le 22 et le 23 septembre. Il reste encore quelques places. Vous pouvez vous inscrire sur le site saneva.ca et visiter le site de Sylvie pour suivre toutes ses activités à l'international, ses sorties de livres, etc. Donc, c'est Sylvie Wallet, tout attaché.ca. Le mot de la fin, Sylvie, avant de nous quitter? Mais moi, j'ai envie de vous dire, retenez que les défis dans la vie, ils sont là pour nous amener vers plus de paix, plus d'amour, plus de joie en nous. Et que donc, si on se pose la question quand on est en situation de défi, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour tendre vers un peu plus de paix, d'amour et de joie pour moi? Déjà, le défi va nous sembler beaucoup plus accessible parce qu'on va transformer notre état pour pouvoir y faire face ensuite. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous souhaiter, plus de paix, d'amour et de joie et de vous amuser avec vos défis. Merci beaucoup pour ce message plein d'espoir et déjà qui nous rend beaucoup plus paisibles au fond finalement. Rien qu'en t'écoutant, ça fonctionne déjà. Alors on a beaucoup de retours sympathiques aussi sur ta participation à cette entrevue. Alors je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci Estelle et merci à vous tous d'avoir été là. Merci Sylvie, un grand plaisir et merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.